Donc je vais présenter rapidement nos deux intervenants. Donc c'est Nicolas qui va commencer. Nicolas qui a une double casquette à la fois institutionnelle puisqu'il était à la direction du coup marketing du CRT Paris-Île-de-France. Et puis il a travaillé aussi chez Voyage SNCF. Donc il a cette double casquette, donc privé institutionnel. Aujourd'hui il a créé son activité de conseil, donc qui est Unigo Conseil. Et c'est lui qui va commencer cette plénière. Et puis Cédric, du coup, qui interviendra. Alors Cédric, on se connaît d'une vie antérieure chez l'agence interactive. Il a travaillé pendant 16 ans et il a du coup fait une spécialité quand même assez importante dans le domaine du tourisme. Et aujourd'hui, donc, il a créé sa société qui s'appelle Think My Web, dont l'objectif est d'accompagner, on va dire, les dirigeants et les coacher sur les stratégies de marketing digital. Voilà. Est-ce que je vous ai bien présenté? C'est bon, on a fait le tour. Nicolas, je te propose d'attaquer directement. Je te passe le micro. Merci. Bonjour, bienvenue à tous, à toutes. Installez-vous, il y a de la place. On y va. Alors, aujourd'hui, le visiteur, c'est plus ça. Mais c'est ça. C'est le premier point, c'est le point fondamental. Il faut le savoir et chaque jour qui passe encore plus, on a affaire à des visiteurs qui sont hyper connectés. Avant, pendant, après le voyage, le séjour. Hyper exigeant, parce que toute l'offre est à portée de main, la comparaison est possible à chaque moment de ce cycle du voyage. Hyper comparateur, forcément. Hyper communautaire, ça veut dire qu'on est en mobilité, on se déplace, on voyage, on vit ses vacances, mais on reste connecté avec les siens, avec sa tribu, avec sa famille, avec ses amis, avec sa communauté. Hyper prescripteur, parce que justement on reste connecté en direct dans son expérience de vacances, et on devient un porte-parole de son expérience et par-delà un porte-parole de la destination, et on donne envie aux autres, ou pas d'ailleurs. C'est ce nouveau type de visiteur auquel vous avez à faire face, qui aujourd'hui fait le tourisme et dont vous devez tenir compte dans vos stratégies. Hyper mobile, c'est vraiment là l'essor ces dernières années du mobile, du smartphone, de la connexion mobile, qui, par les coûts de roaming qui diminuent, par le Wi-Fi, etc., fait qu'on est en mobilité aujourd'hui connecté. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire des choses qu'on entend ou qu'on lit souvent. Le client a pris le pouvoir. Et aujourd'hui, on ne peut plus faire comme on faisait encore il y a quelques années. Une destination avait j'étais troublé, je croyais qu'on avait perdu les slides. Une destination avait sa stratégie, on avait fait des assises, on avait le plan stratégique à 5 ans, ça donnait une stratégie opérationnelle, un plan d'action annuel. Et puis, il y avait un responsable web dans les structures, office de tourisme, etc., qui disait oui, mais cette stratégie, il faut la décliner sur le web. Aujourd'hui, ça ne marche plus. On n'a pas une stratégie globale pour une destination qu'on doit décliner pour le numérique. Le numérique doit être au cœur de la stratégie d'une destination. Et au cœur de cette stratégie, ce n'est pas le numérique en lui-même, ce n'est pas les outils qui doivent être au cœur de la stratégie. C'est les comportements, c'est les usages de vos clients. C'est donc le client lui-même qui doit être au cœur de toute stratégie, de toute action de marketing de destination. Alors, c'est des belles phrases de dire il faut agir en vision client. L'idée dans cette présentation des 30 minutes qui me restent, c'est d'essayer de voir comment on va mettre le cœur. Alors, Cédric
vous en dira aussi beaucoup sur le comment. Comment mettre le client au cœur de vos stratégies. Pour ça, il y a un premier outil qui est, je trouve, toujours très utile dans sa réflexion, quand on a un plan d'action à mettre en place, une action à mettre en place, des outils à mettre en place, et essayer de se forcer à avoir une vision client, c'est-à-dire en raisonner client, ou travailler avec ses équipes, ses prestataires, en se disant c'est quoi la vision client, c'est d'abord de penser au cycle du voyage. Alors le cycle du voyage, on peut c'est un schéma mental bien sûr, mais ça permet d'analyser les choses. On peut le décliner en trois grandes parties: avant le séjour, pendant le séjour, après le séjour. Avant le séjour, il y a la phase qu'on appelle souvent d'inspiration. Le voyageur cherche, ou ne cherche pas d'ailleurs, mais il sait qu'il va avoir des vacances, des idées de week-end, de séjour, etc. On y reviendra. Et puis une phase, généralement c'est les phases que vous, les DMOs, les gestionnaires de destination, pardon, vous connaissez assez bien. Et puis après il y a la phase de recherche. On sait à peu près où on va aller, et puis on fait des recherches, on compare. C'est une phase très très forte de comparaison des destinations, comparaison des prix, du transport, de l'hébergement, des activités, etc. Et puis il y a la phase sur le digital totalement stratégique, de celle où on clique sur le bouton réserver, où on clique sur le bouton acheter. C'est vraiment la phase d'achat qui va être pour vous plus ou moins importante selon que vous vendez ou vous ne vendez pas des produits. Et puis après, on a un petit laps de temps, on le verra tout à l'heure, qui est assez intéressant, entre le moment où on a réservé et le moment du séjour. C'est la phase de préparation, on va dire. Et puis après, il y a la phase de séjour en elle-même, que là, les offices de tourisme connaissent bien, ont un rôle important, historique, d'accueil et d'orientation des visiteurs qui vivent leur séjour sur place, dans la destination. Et puis cette phase de plus en plus importante, on l'a vu, de récit, c'est après, qui commence déjà pendant le séjour, avec les outils connectés, de je raconte mes vacances. Du point de vue du prestataire ou de la destination, ces différentes phases s'expriment avec la phase d'inspiration pour le voyageur va correspondre à l'obligation de faire connaître sa destination, d'inspirer, de faire rêver, de donner envie. Donc ça, c'est des choses que vous connaissez assez bien. Dans la phase où le visiteur recherche et compare, et bien là, il va falloir l'amener vers son dispositif d'achat, si vous en avez, ou vers le dispositif d'achat des prestataires de votre destination. Ou, une fois qu'il est arrivé sur ces dispositifs-là, il faut qu'il clique sur le bouton réservé, il faut qu'il achète effectivement. Et puis, dans la phase de préparation, le nourrir en information, lui faciliter la préparation du séjour, pour au final, pendant la phase du séjour sur place, l'accompagner, l'orienter, lui faciliter la vie, et puis dans la phase de récit également, le convertir, exploiter sa satisfaction, s'il y a satisfaction, en le convertissant en un ambassadeur, un prescripteur de votre destination. Donc l'idée, dans les 28 minutes, c'est ça, qui reste, c'est de faire 3 minutes par phase, en essayant de voir quelles sont les grandes données. Ça va aller un peu vite, hein, mais je vous donnerai des pistes pour ceux qui veulent creuser telle ou telle question. De regarder à chaque fois quels sont les grands comportements, les grands usages actuels, que font les acteurs forts sur le web, et quels peuvent être les points clés pour vous.
J'ai pris des exemples qui ne sont pas des exemples de destination. Ce sont plutôt des exemples d'acteurs privés, des grands acteurs du web, justement pour vous stimuler, pas pour vous décourager, et pour vous montrer les tendances actuelles de ce qui se passe dans le marketing digital du tourisme. Alors, sur la première phase, la phase d'inspiration, donc où notre voyageur, je me suis trompé. Il cherche des idées, ou d'ailleurs il n'en cherche pas, mais il va avoir des vacances, il va avoir des week-ends et il est sur le web. Là, il s'agit, selon la maturité de votre destination, de votre produit, de se faire connaître, de se faire désirer. Les comportements sont là extrêmement centrés sur deux outils, enfin deux entrées qui sont dominantes. C'est évidemment les moteurs de recherche, pour ne pas dire Google, et les réseaux sociaux. Et c'est là où on reboucle déjà avec la dernière phase qui est celle de l'inspiration. La phase de l'inspiration, elle a été historiquement traitée avec de l'éditorial. Puis, les différents acteurs, dont vous, avez vraiment pris conscience de l'importance des photos, notamment avec les partages, etc., sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, la grande tendance, elle est sur la vidéo. Vidéo sous toutes ses formes. Le 360, le live, les drones, etc., etc. Les vidéos sont aujourd'hui sur les réseaux sociaux, avec les photos, les outils majeurs pour inspirer, pour se faire connaître, pour donner envie de sa destination. Ça allait vite. Hop, c'est pas grave. Les grands acteurs dans cette phase, c'est évidemment Google, puisque ça commence souvent par là, et tout ce qui est réseaux sociaux, vous les connaissez. Les chiffres, j'ai pas mis de chiffres dans la présentation parce que je voulais aller droit au but. Cédric en donnera quelques-uns. Mais les chiffres sur les réseaux sociaux donnent vraiment le vertige. Évidemment, Facebook reste sur ce thème-là extrêmement dominant, mais on voit la montée d'autres réseaux sociaux, notamment Snapchat chez les jeunes. Ce qui a été, et ça va être l'illustration, relativement nouveau dans les dernières années, c'est les grands acteurs distributeurs, alors distributeurs, les OTA, Online Travel Agency, les Booking, mais aussi de transport, les voyages SNCF, TripAdvisor, Airbnb, tous ces gens-là qui ont investi dans le contenu éditorial, le contenu de photos, le contenu de vidéos, et qui se sont mis à parler des destinations pour vendre leurs produits, bien sûr, pas pour vous faire plaisir. Historiquement, pour des raisons de SEO. Et au fur et à mesure, l'évolution, c'est capter dès cette phase d'inspiration le client. C'est ça pour eux leur enjeu. Et pour ça, on ne capte pas le client dans cette phase-là en lui parlant de la chambre d'hôtel. On le capte vraiment en parlant de la destination. C'est ça qui fait rêver. Et c'est donc là un atout pour vous. Donc, rapidement, le résumé sur cette phase, je l'ai dit, les points clés, photos, vidéos, le communautaire, et réfléchir comment vous pouvez, vous, être présent dans ces dispositifs des grands sites, les Booking, Voyage SNCF, Expedia, j'en passe et d'autres, pour influer, pour, j'allais dire avoir la main, c'est peut-être ambitieux, mais au moins pour s'assurer de la présence de votre destination. Je vais vous donner un exemple. J'ai pris Booking, j'aurais pu en prendre un autre, mais celui-là est assez révélateur de ce qui s'est passé cette année. Booking, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était la homepage, c'était le moteur de réservation hôtelier.
Et cette année, ils ont coupé la homepage en deux, et à droite, ils ont mis le Booking Passion Search. C'est-à-dire qu'on ne cherche plus un hôtel, mais on rentre bord de mer, tranquillité, festival médiéval, etc. Et Booking, hop, va remonter des contenus et des destinations. Donc ça, c'est une illustration de ces grands acteurs qui, dès cette phase-là, pour évidemment prendre le client le plus tôt possible et l'amener le plus vite possible au produit, ne soyons pas dupes, mais vont utiliser ce qui généralement était le discours des destinations. C'est-à-dire de parler de ce qu'il y a à faire, de parler des passions, de parler aux clients par créer la connivence à partir de la volonté de vivre une expérience. Je suis allé trop vite, c'est pas grave. Si vous regardez l'évolution des pubs de Booking, c'est assez symptomatique. Il y a 2-3 ans, c'était Booking hier, là, c'était la famille qui rentre dans la chambre d'hôtel avec le niveau d'angoisse qui monte quand ils vont pousser la porte, à savoir, finalement, c'était la chambre d'hôtel va déterminer si le séjour est réussi ou pas. Et on le sait au premier coup d'œil. Et l'année dernière, la pub, c'était plus du tout ça. On voyait à peine, la chambre d'hôtel. On voyait des gens, vous savez, faire le haka au milieu des Maoris ou des choses comme ça. On parlait de l'expérience immersive dans la destination, d'un point de vue culturel, sportif, etc. Et l'hôtel ne venait qu'à la fin. Voilà. Autre élément extrêmement important dans l'inspiration, c'est, et ça reboucle avec la dernière phase du cycle du voyageur, c'est faire parler les voyageurs eux-mêmes. Parce que, d'abord, ça coûte moins cher que des pubs, puis c'est plus efficace, puisque, effectivement, on est la génération des digital natives a une confiance ou une appétence très limitée dans le discours officiel, que ce soit le discours des marques ou le discours des institutionnels. En revanche, une très grande attention et une très grande confiance dans le discours de ses pairs, ceux qui sont reconnus comme ses pairs, les autres jeunes, les autres familles, mes amis, etc. Donc c'est pour ça qu'on a vu quelques destinations cette année et l'année d'avant, notamment quand il fallait réinstaurer de la confiance après des événements dramatiques, je pense à Paris et à la Côte d'Azur, bâtir entièrement des campagnes sur la mise en scène ou sur donner la parole aux visiteurs qui étaient là, ou je pense aussi à la Bretagne avec leur campagne Viens en Bretagne. Il y a aussi la tendance très pertinente de donner la parole aux habitants, qui se fait de plus en plus, et comme ça on crée un lien qui va dans cette philosophie de l'authentique, de la connivence immersive. Nicolas, je te presse un peu, il te reste un quart d'heure. Donc, voilà. Du coup, ça me fait peur. Non, parce que la première était la plus importante. Ça va aller vite. Donc, deuxième phase, c'est la phase de recherche où les différents acteurs vont travailler pour faire venir le client. Alors, pas encore dans la destination, mais sur son dispositif web, son dispositif d'achat. Là, on est vraiment dans la séquence de la comparaison où l'internaute va tout comparer et où Google est toujours très très puissant, mais TripAdvisor également le très gros acteur. Vous aurez noté que TripAdvisor n'est plus uniquement un comparateur de chambres d'hôtel, que TripAdvisor parle des destinations, des activités, qu'on trouve des avis à peu près sur tout. Là encore, les chiffres de TripAdvisor d'audience relativisent tout ce qu'on peut penser ou tout ce qu'on peut entendre dire sur TripAdvisor. C'est un outil ultra puissant, on le sait tous dans notre expérience personnelle de décision
de la destination. Sur cette phase-là, on avait fait un atelier l'année dernière avec Lyon, qui traitait spécifiquement de ce point-là. On voit que quand on arrive à construire un triptyque destination, où la destination est capable de mettre en avant des éléments déclencheurs, de l'événement, de la thématique, des choses comme ça, et qu'on arrive à le lier à des produits, du transport, de l'hébergement, de la city card, je ne sais quoi, et avec un prix, si possible, qui va donner envie, on a des éléments qui permettent là de déclencher du séjour, effectivement. Et donc on passe vraiment de la notion de... On traduit cette notion d'inspiration, qui correspond plus pour vous à de la notoriété, à effectivement déclencher du séjour. Dans cette phase-là aussi, tout ce qui est images et vidéos est particulièrement important. Pour les grands du web, c'est essentiel, c'est une très très grosse bataille, c'est la bataille de l'audience, et c'est une bataille qui, pendant des années, s'est jouée à coups de centaines de millions, et se joue encore à coups de centaines de millions d'investissements chez Google, mais c'est aussi une bataille aujourd'hui qui se joue sur l'élargissement des catalogues, ou l'élargissement au cœur de métier. On a vu TripAdvisor racheter Viator, le fournisseur d'activités. On a vu Booking racheter Get Your Guide. On voit Accor faire des achats chaque semaine, etc. Donc on voit bien que, si on prend l'exemple de Booking, ils sont maîtres sur l'hébergement, et maintenant ils attaquent les activités. Voilà, c'est cette notion de combat entre les grands pour pouvoir tenir le client du début à la fin et pouvoir lui proposer des solutions à chacune de cette étape qui est aujourd'hui en jeu. L'exemple sur cette phase 2 que j'ai pris, c'est Google. Je vais y passer très vite parce que Cédric va aussi en dire quelques mots. Et en plus, il me reste 15 minutes. Google, toute la stratégie de Google, vous le savez, tout ce qui est référencement naturel, quasiment ça n'existe plus, j'exagère un peu, mais ça se voit moins. Et toute la stratégie de Google, elle est de retenir l'internaute sur son site, de lui donner la réponse à sa recherche sur Google. Il n'y a plus besoin d'aller ailleurs et finalement de ne lâcher l'internaute que lorsqu'il va payer, ce qui préfigure certainement un changement de modèle d'ailleurs chez Google. Si je tape une destination ou si je tape un musée, il y a 8 chances sur 10 pour que la réponse à ma question, qui va être très simple, où il est, les horaires, ce genre de choses, qu'est-ce que je peux y voir, je l'ai déjà sur la première page de Google, qu'on soit en version desktop ou en version mobile. Et puis évidemment, avec le lancement de Google Trip, récemment, on voit que cette volonté de pouvoir satisfaire le client à chacune des étapes, et donc en version mobile, elle est en train de se déployer. La vision client chez Google, puisqu'on on est au cœur de la vision client, c'est, pour être très simple, Google détient l'information, il sait ce que les gens cherchent. Et donc à chaque recherche, il crée un service Google. C'est très schématique et très simplifié ce que je dis, mais voilà, ça c'est une vraie démarche de vision client. La phase de la réservation effective, donc le comportement, c'est qu'aujourd'hui, les séjours sont très majoritairement achetés sur le web. La tendance, c'est l'achat sur le mobile, ce qu'on appelle le M-paiement. Aujourd'hui, le mobile fait quasiment jeu égal en audience avec le PC. Il est encore un peu en dessous en achat, mais les croissances sont vraiment spectaculaires. Là, évidemment, c'est tous les sites marchands qui sont les acteurs clés de cette phase sur laquelle je passe très vite, où les éléments vraiment clés, c'est un terme que vous avez souvent entendu, c'est l'expérience client, qui se traduit dans cette phrase vraiment par le tunnel de vente, le parcours de vente sur le site. Et là, on a bien vu
que les sites dits de l'économie collaborative, les Airbnb, Blablacar, Captain Train, etc. Captain Train, ce n'est pas de l'économie collaborative, mais enfin, ces nouveaux venus imposaient une nouvelle norme. Les normes d'usage, les normes graphiques, les normes d'ergonomie. Voilà. Dans cette phase-là aussi, on parlait du client. Mettre le client avec le produit est essentiel. C'est évidemment les avis que vous connaissez. Je vous ai mis l'exemple de la Picardie qui, quand il parle de ses séjours, il y a à côté le conseil des habitants, etc. Aujourd'hui, on n'achète quasiment plus un produit touristique sans voir ce que les gens qui l'ont déjà fait en disent. C'est aussi simple que cela. Donc sans ça, ça ne peut pas marcher. La phase de préparation est une phase qui, je crois, est très intéressante pour les DMO, pour les destinations, et souvent, à mon sens, sous-exploitée. C'est le moment où c'est ce qu'on appelle le booking window. C'est-à-dire j'ai réservé mon train, mon avion ou mon hôtel pour mon séjour à tel ou tel endroit, 3 semaines avant, 15 jours avant, 3 jours avant. Et voilà, il y a cette phase de préparation qui va s'accélérer à J-3, J-5. Et là, les grands acteurs développent toute une communication avec leurs clients pour toujours dans cette idée de nourrir le dialogue client, de garder le client chez soi. Donc, avec les emails, on dit souvent que les emails, c'est fini. Les emails de confirmation d'achat, les emails pré-séjour, tiens, tu pars dans 3 jours, comme ceux qu'on a reçus pour cette manifestation. Tu pars dans 3 jours, est-ce que tu as pensé à ça? Voilà ce que je peux te proposer comme activité, voilà la météo, etc. sont des choses qui marchent très très bien. La phase du voyage en lui-même va devenir une phase intéressante pour vous, parce qu'un jour on va y arriver, au Wi-Fi dans les trains, au Wi-Fi dans les avions, et même dans la voiture. Il y a la fameuse start-up Waze là, qui a développé une appli qui, sur l'autoroute, nous décrit les paysages. Voilà. La phase du voyage en elle-même va aussi devenir une phase importante. On est captif, on est dans l'avion, on a du Wi-Fi, on se dit qu'est-ce que je vais faire pendant mon séjour, j'ai pas eu le temps de le préparer, etc. C'est à mon avis une phase très intéressante pour vous, parce que vous pouvez cibler des gens qui arrivent véritablement dans vos destinations et développer des propositions d'accueil, d'activité, de vente, etc. Faire connaître vos prestataires. La phase de séjour, celle-là vous la connaissez très très bien par votre métier, et là c'est vraiment le mobile aujourd'hui qui va devenir roi, parce qu'on voyage connecté, on cherche sur son mobile les informations dont on a besoin, les heures d'ouverture, les idées de choses à faire en fonction de la météo. On avait prévu de faire ça, il pleut, il faut faire autre chose, et tout ça se passe de plus en plus avec le mobile. Donc c'est toutes les solutions mobiles, vos sites doivent être responsives, etc., etc. Les grands acteurs, Accor par exemple, mais aussi Voyage SNCF, mais aussi d'autres, développent eux des outils dits de compagnons de voyage, de carnet de voyage, l'idée est toujours la même, de suivre le client tout au long de son voyage, de lui faciliter son expérience, de fluidifier tout son séjour, tout son voyage et tout son séjour, et par-delà, d'augmenter les ventes qu'on peut faire avec lui. C'est exactement la philosophie de Google Trips qui a été annoncée il y a 1 mois, c'est-à-dire une application dans laquelle on va retrouver toutes les informations et tous les documents du voyage. Cette phase du séjour, c'est aussi la phase où de la grande bataille actuelle sur les activités. L'hébergement est digitalisé, la distribution est très largement digitalisée, le transport totalement. Aujourd'hui, c'est les activités qui vont être l'enjeu. Je l'ai dit tout à l'heure, les rachats entre les uns et les autres, le développement de Booking sur cet axe montre bien que c'est là la grande bataille entre les acteurs à venir, pour être celui qui va pouvoir proposer aux voyageurs quelque chose de complet du début à la fin. Je te fais rêver,
je te vends le moyen d'y aller, l'hébergement et ce qu'on peut faire sur place. La dernière phase, qui commence déjà pendant le séjour, on l'a dit, parce qu'on est connecté et connecté à sa communauté, est celle du récit, du partage de l'expérience qui va se faire essentiellement sur les réseaux sociaux. Là, vous et l'ensemble des prestataires d'une destination, le premier objectif, c'est bien sûr la satisfaction du client. Mais un client satisfait, aujourd'hui, ça ne suffit pas. Il faut que vous l'incitiez, que vous l'ameniez à faire connaître sa satisfaction, à devenir un prescripteur de la destination. C'est les projets de gestion de relations clients qui sont développés ici ou là, qui, à mon avis, ont de grands développements et perspectives devant eux, notamment avec de la mutualisation. Il n'y a pas besoin forcément d'être un très grand et d'avoir des centaines de millions de dollars pour faire des choses très malines dans ce sens-là. Je pense à cette start-up qui travaille avec les musées, mais ça pourrait très bien s'appliquer à une destination et qui met des iPads dans les musées. C'est le livre d'or à l'ancienne, hein, où on a visité une expo et on écrit « c'était génial », qui est en tablette dans le musée, qui est directement partagé sur les réseaux sociaux, qui nourrit le fichier de relations clients, etc. Voilà, ça peut être aussi des choses pas forcément coûteuses et très tactiques. J'en ai parlé tout à l'heure, il y a aussi vraiment cette notion de tenir la relation avec le client, de nourrir le dialogue avant l'expérience, pendant et après. Je vais un peu vite là. Combien de temps il me reste ? Il me reste 30 secondes, ça tombe bien, c'est la conclusion. Les points clés, à mon sens, quand on pense à une stratégie numérique et aux clients, c'est de connaître ses clients, savoir comment ils se comportent sur vos sites et sur les sites des autres, de façon digitale comme dans le réel, si je puis dire. Donc d'agir en vision client, c'est-à-dire en fonction de ce que vous connaissez et des besoins des clients. D'être tactique, c'est ce que j'essayais de montrer avec l'exemple précédent. On n'a pas forcément besoin, on n'a pas forcément indispensable d'avoir les dizaines de millions de dollars de booking pour faire des choses malines et efficaces sur le web. Aujourd'hui, il faut penser mobile et mobile first. Cédric va y revenir. Il ne faut pas avoir peur de se tromper, mais il faut apprendre de ces expériences, qu'on appelle le test and learn. Et quand on est une destination, il faut mutualiser et jouer collectif avec les prestataires, voire avec des acteurs plus puissants qui ont, eux, une audience très forte, plutôt que de dépenser le peu de budget qu'on a, ou tout son budget, à essayer de capter de l'audience. Et donc, ne pas oublier que c'est toujours le client, la personne la plus importante, comme disait le PDG de Amazon, qui, dans sa salle de direction, avait mis une chaise qui restait toujours vide et qui disait c'est le client à tous ses directeurs en disant c'est la personne la plus importante à chaque réunion. Voilà. Est-ce que j'ai respecté le timing ? Merci Nicolas, parfait. Merci de votre attention. Alors avant que Cédric prenne la parole, n'oubliez pas le hashtag ET12C1 si vous avez des questions. Comme ça, on prendra 20 minutes à la fin pour les traiter. Cédric, donc 30 minutes. Merci. Chrono, c'est parti. Je vais essayer de respecter aussi bien le timing. Bonjour à tous. On a vu avec Nicolas à quel point le client est important dans le parcours et à quel point il fallait le placer dans sa stratégie. Je vous propose pour ma part de poursuivre cette réflexion et de voir quel rôle vous pouvez jouer, vous, en tant que DMO, pardon, en tant que DMO pour voir dans quelle la place que vous pouvez jouer à côté de ces grands acteurs et de Google. On va notamment se poser la question de votre stratégie et de voir dans quelle mesure votre stratégie est encore adaptée à ce nouveau paysage ou est-ce qu'il faut la repenser en tout ou partie. Donc on va se poser ces questions, on va s'intéresser beaucoup à Google et un petit peu aux autres grands acteurs et un peu aux clients également. Et puis après on partira sur 5 idées que vous pourriez mettre en place dans
votre stratégie digitale à venir. Alors on commence avec vos objectifs. Tout d'abord, est-ce que le modèle sur lequel vous êtes reposé aujourd'hui est encore viable ou est-ce qu'on est sur la fin d'un modèle? La plupart d'entre vous ont un gros site de destination, le site de la destination. Ce site, vous le monitorez avec globalement du nombre de visites web. Votre indicateur de performance principal, c'est le visiteur web, c'est ce qui figure en tête de vos rapports d'activité. C'est bien, sauf que dans un contexte où vous travaillez essentiellement, notamment par manque de moyens, avec du référencement naturel, le SEO reste l'essentiel de votre levier d'acquisition, vous êtes dans une situation probablement de Google dépendance. Et la Google dépendance, on va voir ensemble que c'est un danger parce que c'est en train, c'est pas tout à fait en train de s'effondrer, mais en tout cas, le trafic naturel gratuit va commencer à fondre comme neige au soleil. Il va falloir penser à la suite et sortir de cette Google dépendance. Alors, bien sûr, la plupart d'entre vous ont également mis en place des stratégies autour des réseaux sociaux, autour de la CRM, etc. Donc je force un peu le trait volontairement. Mais en tout cas, pour ce qui est du trafic web et des indicateurs de performance associés, il y a probablement des questions à se poser à très court terme. Alors, on va voir ensemble dans quelle mesure Google nous pose des problèmes par rapport à ce trafic naturel. On va d'abord se replonger dans la préhistoire, en 2013. En 2013, Google, c'était ça. On se rappelle à peine de cette page. C'était 3 liens sponsorisés en haut, sur fond jaune. On les identifiait assez bien, mais la plupart des clients ne faisaient pas la différence avec les liens naturels. À droite, une barre de liens sponsorisés également. Et puis en dessous, 3, 4, 5, en fonction de la taille de votre écran, vous aviez des liens naturels. Vous voyez d'ailleurs à quelle différence, quand même, les 3 premiers liens sponsorisés étaient quand même assez différents des liens naturels. Donc ça, c'était il y a longtemps. En 2016, Google, c'est ça. Au fil des évolutions, Google a réussi à supprimer, faire disparaître complètement des premières, voire deuxièmes pages de résultats, toute trace de résultats naturels. C'est-à-dire que là, sur la droite, vous avez un découpage écran où on voit que le premier résultat naturel arrive tout en bas du deuxième écran. Et encore, ça dépend. Et en tant que DMO, dans le meilleur des cas, vous arrivez sur une page aussi concurrentielle que Hôtel à Paris, en deuxième, troisième, quatrième écran. Ici, quatrième écran pour Hôtel à Paris. Ça varie en fonction des destinations. Vous pouvez être 2, 3, 4, 5. Mais en tout cas, vous ne serez plus sur des requêtes concurrentielles en premier écran et probablement peu en deuxième écran. Je ne vais pas rentrer sur le détail des Google AdWords et des évolutions, parce que j'anime un atelier, je vous donne rendez-vous d'ailleurs demain après-midi, un peu de teasing et d'autopromo. Demain après-midi à 16h30, un atelier dédié aux évolutions d'AdWords et des conséquences que ça a pour vous. Donc je ne rentre pas plus dans le détail, mais on se rend compte quand même qu'on a un sérieux problème, non pas de positionnement, de référencement, encore que, on le voit un peu ici quand même, mais surtout de visibilité de résultats. On peut être premier et pourtant absolument pas visible. On peut être premier et être en troisième écran. Et ça, c'est assez nouveau et c'est assez problématique pour votre trafic naturel. Quand ce n'est pas les liens sponsorisés, sur des requêtes un peu moins concurrentielles, c'est Google qui prend la main. Ce n'est pas la concurrence, c'est Google directement. Ici, sur Visiter Marseille et sur des requêtes aussi légitimes pour vous, Google prend la moitié pratiquement de l'écran et en tout cas une forte visibilité puisqu'il rentre avec des visuels et des propositions qui répondent exactement aux requêtes, aux intentions, aux demandes de l'utilisateur. C'est d'ailleurs là-dessus qu'il joue. Donc on a des problèmes vis-à-vis de ça. On a également un autre type de prise de parole de Google sur ce qu'on appelle Google My Business, c'est-à-dire l'ensemble des fiches, on pourrait dire des fiches à citer, pour être un peu provoque, des fiches à citer qui sont présentées directement dans la page de résultats. Ici, Hôtel Parc Beaumont au Pau. Et je vous laisse voir la place que ça prend, c'est-à-dire la moitié droite de l'écran, et encore, il y en a encore en dessous, où on va retrouver des entrées vers des visuels, des vidéos, des cartes, l'accès à de la réservation directement sur Booking, sur Booking et d'autres, avec à nouveau de l'AdWords en plein milieu, des équipements structurés, tout comme dans les SIT, tout pareil, etc., etc., et surtout des avis. Et à droite, c'est ce qu'on a quand on clique sur le visuel qu'on a tout en haut, c'est-à-dire une
immersion complète dans la fiche de cet établissement. Voilà, donc on n'est plus vraiment comme on était il y a quelques temps sur des propositions de Google qui étaient un peu pauvres et qui manquaient d'intérêt par rapport aux fichiers cités. On est maintenant sur des réponses complètement pertinentes et, mieux que ça, validées par les clients, puisqu'on a tout de suite le résumé des avis qui apparaît. Donc voilà, Google a pris la main en tant que DMO, en tant qu'OTA. Et il y a quelques temps, on s'est tous interrogés sur ce qu'allait devenir un outil qu'ils ont lancé il y a quelques mois maintenant, qui était Google Destination. Alors on se disait, bon, de toute façon, c'est que sur mobile, ça ne répond pas vraiment, il faut des mots-clés très précis, et puis l'information qui est dedans est un peu pourrie. OK. Aujourd'hui, Google Destination, c'est sur desktop. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, c'est sorti en toute discrétion, en même temps que Google Trips, le 19 septembre. Pratiquement personne n'en a parlé. Et pourtant, aujourd'hui, quand vous faites vacances en France, c'est la réponse de Google sur desktop, avec des propositions, Paris, Tours, Nice, Lyon, des propositions directes de prix, de vol, d'hôtel, et plus de destinations. Voyage en France, ça marche aussi avec visiter l'Auvergne, ça marche aussi avec découvrir Lyon, etc., etc. Donc, globalement, toutes les requêtes, qu'elles soient froides ou chaudes, sont récupérées par Google. Quand on clique sur Google Destination, qu'est-ce qu'on a? On a des propositions un peu plus détaillées. Et je vous ai mis à droite un extrait des propositions faites des destinations sur Voyage en France. Quand on disait que ça manquait de contenu, on en a quand même quelques-uns. Et on a même, depuis quelque temps, des propositions d'itinéraires. 5 jours à Paris, Lyon, Arles et Avignon. Tout ça packagé par Google. Hein. C'est eux qui prennent la main. Et quand on rentre un petit peu plus dans le détail, on se retrouve avec une proposition donc, pour aller à Paris avec des grands visuels. On arrive sur ensuite Google Images. On arrive ensuite sur de la cartographie, sur des propositions de package et de... Pardon, pas de package, des propositions de planification de séjour, avec du conseil sur comment s'y rendre en fonction de la température, en fonction des risques de précipitation, de la popularité, des prix. On va accéder, on va retourner sur ensuite les fiches d'activité de Google My Business dont je parlais tout à l'heure. Donc toutes les activités, quand on parlait de Google My Business, c'est pas que les hôtels, hein, c'est également toutes les activités, et de plus en plus en tout cas. Donc ici le musée du Louvre, avec un détail monstrueux sur la période d'affluence, sur les heures d'ouverture, sur les avis, sur la carto, bref, tout ce qu'il me faut pour organiser, préparer mon séjour, le réserver. Je peux réserver mon hôtel de la même manière, je peux réserver mon vol sur Google Flights, etc., etc., etc. Donc en fait, si on résume, on vient de passer de découvrir ou vacances en France, une simple requête relativement froide sur Google, à, sans sortir de Google, réserver l'ensemble de ses vacances, les planifier, les organiser, et je suis prêt à partir. Il ne manquerait plus que je retrouve toutes ces informations en tant qu'Américain quand je vais arriver sur place en voyage, et là, ça serait top. Bah, Google a également imaginé une solution pour ça. Nicolas en parlait tout à l'heure, c'est Google Trips. Google Trips, tout ce que j'ai enregistré dans la phase que je viens de vous dérouler, tout ce que j'ai mis en place dans mon carnet, tous les mails de confirmation que j'ai reçus sont connectés via Gmail à Google Trips et vous pouvez partir en mode déconnecté avec votre smartphone et l'ensemble de l'information qui vous intéresse dans la poche sans se poser trop de questions. Donc voilà, en gros, clairement, oula, c'est passé vite celle-là, en gros, clairement, Google est devenu plus qu'omniprésent sur l'ensemble du cycle, du parcours client que nous a présenté Nicolas juste avant. Je ne vais pas vous le reprendre dans le détail, mais globalement, on a effectivement un produit pour chaque usage, pour chaque étape du cycle du voyageur. Au niveau des grands acteurs, donc les stratégies se sont adaptées à ça, puisque globalement, les liens sponsorisés sont devenus de plus en plus chers, donc ils essayent de trouver des alternatives. À la fois en travaillant la marque, ce qui permet globalement d'éviter d'attendre la requête utilisateur, mais d'imposer sa marque. Et le futur voyageur ira demain, non pas sur Google demander à réserver un hôtel, mais directement sur Booking. Quand je dis demain, c'est plutôt aujourd'hui. Également de créer du contenu de destination captif,
Sur les requêtes, découvrir Lyon, découvrir Paris, découvrir Marseille, week-end à Marseille, etc. Les grands acteurs se positionnent avec du contenu, donc du contenu égale du référencement égale du trafic. Donc là aussi, on arrive à se faire piquer des places en tant que DMO sur des contenus destination. Et puis ils éditorialisent l'offre. On n'est plus sur des recherches, sur des réponses froides de listes d'hôtels à n'en plus finir. Les listes d'hôtels, elles sont toujours là, mais elles sont packagées dans des propositions de séjours et des descriptions associées. Donc on réchauffe l'offre, comme on dit, et on travaille son éditorialisation, tout ça, pour se positionner. Voilà. Et ça marche plutôt pas mal, puisque sur des requêtes comme Hôtel Lyon ou Week-end à Cannes, ils arrivent à se positionner dans le top 3 en référencement naturel, et donc à nouveau à prendre des parts de voix par rapport à vos sites de destination. Donc, problème également du côté des acteurs, des grands acteurs. Donc, globalement, aujourd'hui, pourquoi, pour reboucler sur ce que je disais en intro, pourquoi est-ce que votre trafic et votre stratégie, si vous continuez de la monitorer de la même manière, est en danger? Parce que dans un premier temps, Google retient l'audience en apportant lui-même les contenus, les services, avec ses différents produits. Les requêtes chaudes, vous avez perdu la guerre, parce que autant avant que vous arriviez à vous positionner sur hôtel plus votre destination, aujourd'hui avec la guerre autour des AdWords plus Google My Business, globalement vous n'avez plus de chance. Sur les requêtes tièdes, ça devient de plus en plus compliqué avec les sélections éditorialisées. Donc plus que jamais, travaillez votre éditorialisation et proposez du top 5, du top 10, des propositions de séjour réchauffées et non plus simplement du listing. Et sur les requêtes froides, là aussi c'est courtisé par les acteurs majeurs avec les contenus liés à la destination. Donc là aussi travailler sur les incontournables et la destination elle-même. On va faire un petit tour du côté du client pour voir comment il a évolué depuis donc 2013, le point d'entrée de cette presse. 58% possèdent désormais un smartphone, 2 tiers l'utilisent tous les jours. On est complètement devenu accro au smartphone. Il suffit de nous regarder, nous, et j'étais le premier pendant que les autres parlent, on est sur nos smartphones et vous êtes pour 2 tiers d'entre vous sur votre smartphone également. En tout cas, on l'a toujours à côté de soi et toutes les X minutes ou secondes, on interagit avec notre smartphone. On interagit beaucoup. Peu, mais beaucoup. Peu dans la durée, mais beaucoup en termes de nombre d'interactions. C'est-à-dire, en moyenne, on utilise 150 fois notre smartphone par jour. 150 fois pendant 1 minute. Ça fait quand même beaucoup. Et ça change beaucoup les choses au niveau du parcours client. C'est-à-dire que le parcours client qu'on connaissait jusqu'à maintenant, le cycle du voyageur qu'on connaissait, il a été complètement atomisé dans le temps. Et on a de multiples interactions. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est des interactions cross-device. C'est-à-dire, je commence sur mobile, je passe sur tablette, je continue sur mobile, je repasse sur desktop, etc. etc. Et tout ça, les technologies ne sont pas encore tout à fait au point pour exploiter complètement ce parcours client multi-device, mais on y arrive. C'est un phénomène qui a modélisé Google avec la notion de digital moments. Je vous laisse vous y référer en recherchant sur Google. Si ça vous intéresse, c'est assez intéressant. On y reviendra. Du coup, qu'est-ce que ça change? Ça change que l'inspiration, la façon dont je suis inspiré pour mes prochaines vacances a été modifiée complètement. Je ne suis plus dans une recherche active de où est-ce que je pourrais partir en vacances. Les propositions viennent à moi. Et on va y venir. C'est un point important de ce que je vais vous expliquer juste après. Donc le mobile, globalement, ce qu'on voit, c'est qu'il a bouleversé notre rapport au web. On n'est plus dans un état de mobinaute ou d'internaute. On est toujours connecté. Donc on ne rentre plus dans une phase active de recherche, on y est en permanence. Ça a modifié également notre rapport au temps. On utilise les temps d'attente, on est dans du multitasking, c'est-à-dire que pendant que je vous parle, vous êtes sur votre smartphone, pendant que Nicolas parlait, j'étais sur mon smartphone, ça ne vous empêche pas d'écouter, on fait tous 2 choses en même temps, et ça se développe de plus en plus. Je ne vais pas rentrer dans ce détail-là. Également, ça a bouleversé notre consommation de contenu. La moitié des contenus que l'on consomme sur les web sont de moins de 100 mots. On ne dit pas grand-chose en 100 mots. Et on se concentre en moyenne 8 secondes sur un contenu. Sur un contenu qu'on consulte, pas ceux qu'on voit passer en permanence, sur lequel on a une dixième de seconde d'attention. 8 secondes d'attention sur un contenu en moyenne.
Et ça change également notre manière d'être inspiré, c'est-à-dire que Facebook et Instagram prennent la première place sur les modalités d'inspiration sur le séjour, et on va y revenir. Voilà, donc globalement, je suis comment au niveau timing, Mathieu? Moi, c'est pas mal. Globalement, ce qu'on voit à travers tout ce qu'on vient de parcourir, c'est que les choses ont beaucoup changé en 2 ou 3 ans. Google a changé la donne, les acteurs ont changé la donne, et si vous êtes encore sur une logique de trafic sur votre site web de destination, ça va commencer à poser problème assez rapidement. Qu'est-ce qu'on peut faire là-dessus? Alors déjà, on peut sortir de cette Google dépendance, et surtout, on va commencer par redéfinir son modèle de performance, ses indicateurs. Je ne sais pas si vous connaissez MinuteBuzz. MinuteBuzz, c'est un site globalement sur la génération Y et Z qui est sur du micro-contenu. Je ne me rappelle plus, je crois que c'est 1,5 million de visiteurs mois. On est dans une autre dimension que ce qu'on connaît sur les sites de DMO. Qu'est-ce qu'ils ont fait il y a quoi, 2 semaines, 3 semaines à peu près? Ils ont fermé leur site. Ils ont fermé d'un coup. En un week-end, ils ont complètement vidé le site. Et si vous allez sur MinuteBuzz aujourd'hui, c'est ça, c'est un écran avec une vidéo qui vous explique qu'il n'y a plus de site. Parce que leurs 1,5 milliard de vidéos vues, leurs 8 millions de fans et les 600 productions vidéo qu'ils font chaque mois, désormais ne seront plus que sur les réseaux sociaux. Aucune visite web sur leur site. Dans le même temps, ils ont levé des millions d'euros, hein, donc ce n'était pas trop un problème de ne plus avoir de contenu et de visites sur leur site web. Ils ont complètement changé leur stratégie et ils ont complètement changé la façon de faire du business avec le web, et ils ne le font plus sur leur site, dont ils vivaient grâce à la pub, mais sur les réseaux sociaux, et ils inventent un nouveau modèle. Alors, c'était juste un clin d'œil. L'idée, c'est quoi? C'est qu'il va falloir qu'on arrive à sortir de cette course aux visiteurs uniques, sortir de cette Google dépendance, et de valoriser des actions qui ont moins de visibilité que des simples visiteurs web. Valoriser des actions qui génèrent de la performance sans générer de visiteurs web. C'est possible. Et ce n'est pas simplement du nombre de fans, hein. Ce n'est pas simplement du nombre de fans engagés. C'est de la vraie performance indépendamment de la visite web. Si on arrive à sortir de cette logique de visiteur unique, si on arrive à sortir de cette course aux visiteurs et de mettre ça en valeur dans ses rapports d'activité, on va pouvoir travailler beaucoup plus la qualité de son audience. Aujourd'hui, vous prenez 100 visiteurs sur votre site, vous en mettez dès la première seconde, en moyenne 50 à la poubelle. 50 qui ne servent à rien, ils sortent immédiatement de votre site, au bout de 2 secondes, ils n'ont rien vu. Et bien plutôt que d'aller en chercher 110, on va aller peut-être en chercher que 90 et n'en jeter que 40, ou n'en jeter que 30, et mieux les exploiter. Donc mieux cibler, mieux travailler la qualité, et du coup, travailler la conversion. Parce que c'est là-dessus qu'on va travailler. On va travailler non pas sur de la visite, mais sur de la conversion. Et la conversion, c'est quoi? C'est de la réservation, c'est de l'engagement, c'est de l'inscription à une newsletter, c'est du commentaire. Bref, tout ce qu'on peut imaginer. À vous de définir votre propre modèle de monitoring et d'indicateur, mais de moins en moins la visite et de plus en plus les conversions. Globalement, ça revient à augmenter la valeur client, plutôt que d'aller chercher plus de prospects, trouver plus de clients et fidélisez-les, parce que vos clients sont des ambassadeurs et on y reviendra. Donc moins mais mieux en conclusion. Deuxième idée, mobiliser ces communautés. Si on est effectivement dans cette logique, on peut mettre en place, comme ça a été fait par exemple, avec un petit bug, par Savoie Mont Blanc, je crois que ça date de quelques mois, un post sur Facebook qui joue sur les recettes de l'émotion, de l'immersion au cœur des lacs de Savoie Mont Blanc, une simple vidéo comme ça. Alors bien sûr, il y a une base de fans assez importante, il y a probablement eu de l'achat du post sponsorisé, etc., etc. Mais on a quand même 1 million de vues, 19 000 réactions et plus de 6 000 partages. Et c'est ça le plus important, c'est les 6 000 partages. C'est pas le nombre de millions de vues, peu importe, c'est un moyen quand même assez intéressant, c'est les 6 000 partages. Parce que 6 000 partages, c'est des cibles que vous n'auriez jamais pu toucher parce que vous ne les connaissiez pas et qui ne seraient jamais venues sur Google pour vous chercher. Et elles ont été atteintes à travers leur fil d'actualité grâce à ces 6 000 partages et ces 600 commentaires. Et à partir de là, ça vous a fait globalement une visibilité bien supérieure à ce que vous auriez pu imaginer par ailleurs. Deuxième exemple, Bordeaux. Bordeaux qui poste un album de 20 photos il y a à peu près 1 an, un peu plus d'1 an, pour Noël.
Là, on va jouer simplement sur de la photo, basée sur l'excitation et l'attente d'un événement majeur et féerique. 2 millions de vues, pas mal, 1 million de clics, mieux, 17 000 partages et 130 000 interactions. Et ce qui est le plus important, c'est 100 000 sur les partages, c'est-à-dire ceux que je vous ai évoqués juste à l'instant, ceux qui ne venaient pas vous chercher, ceux qui ne vous connaissaient pas. Là, il y en a 100 000 qui non seulement ont été exposés et ont vu votre contenu, mais 100 000 qui ont liké, qui ont partagé eux-mêmes ou qui ont une interaction avec ce contenu-là. Donc ce qu'on peut voir ici, c'est que plutôt que d'aller chercher du visiteur unique, plutôt que d'aller chercher du fan, travaillons la mobilisation des ambassadeurs, c'est-à-dire vos clients et aussi vos habitants, avec une stratégie de recrutement d'ambassadeurs et non pas de prospects, avec des contenus produits spécialement sur le registre de l'émotionnel, du souvenir, qui soit propice à l'engagement. Incitez vos fans, différentes manières, à partager, à mesurer et surtout mesurer les interactions sur les partages, et puis inciter vos fans aussi à contribuer eux-mêmes avec des hashtags de destination, avec du mobilier urbain qui fait la promotion de vos hashtags, avec de l'internet de séjour, avec des photos de fans organisées en jeu concours, etc., etc., etc. Travaillez votre communauté, ce sont des ambassadeurs et c'est eux qui vont vous donner un levier monstrueux pour aller chercher des gens qui ne vous connaissaient pas, qui ne vous chercheraient pas. Je vous rappelle tout à l'heure, on a près de 60% qui envisagent une destination après avoir vu des contenus sur leur fil Facebook. Du coup, ça va permettre quoi? Ça va permettre, non, je vous l'avais pas mis, c'est celle-là. C'est là qu'on a 60%, enfin 58 des utilisateurs Facebook qui déclarent que des photos de destination sur leur mur, sur leur fil d'actualité, les ont encouragés à visiter un endroit auquel ils n'avaient pas pensé. 58%. Et à quel moment ça s'est passé dans nos digital moments et dans notre cycle du voyageur, dans la phase d'inspiration et même au tout début de la phase d'inspiration, au moment où notre, même pas prospect, notre kidam, ne vous cherchez pas. Dans la phase, il ne veut rien, il ne cherche pas de vacances, mais simplement, il voit défiler sur son flux des contenus qui l'inspirent et qui vont lui permettre de rentrer dans le cycle du voyageur par rapport à votre destination, du coup. Ce qu'il n'aurait jamais fait, peut-être, s'il n'avait pas vu ces contenus-là. Donc l'idée, c'est ça, c'est de s'inviter dans les digital moments de ces cibles pour les inspirer. On place les réseaux sociaux au cœur de sa stratégie éditoriale et on ne fait pas simplement poster des contenus rédigés pour nos sites web au sein des réseaux sociaux. On produit spécifiquement et on réfléchit réseaux sociaux à la base dans la réflexion éditoriale. On produit ce qu'on appelle du snacking content, c'est-à-dire des choses qui durent moins de 8 secondes, les 8 secondes de concentration dont je parlais tout à l'heure, qui soient inspirants et qui soient adaptés à chacun des supports. Encore une fois, on ne prend pas une vidéo de 3 minutes qui illustre un contenu de notre site web pour aller la diffuser sur Facebook. Aucun sens. Et Cédric, c'est le moment où il te reste 5 minutes. Eh ben, c'est presque parfait. Donc on va miser également sur les formats innovants parce que c'est toujours intéressant, on a une ferveur autour des contenus innovants de photos, vidéos 360, du live, etc. Et on va surtout inciter ces fans à partager pour toucher leur communauté. En fait c'est ça la base, hein. C'est de toucher les communautés de votre communauté. Une fois qu'on a intégré ça au cœur de sa stratégie, là on a un levier beaucoup plus important que de travailler son référencement naturel. Juste, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais évidemment continuez de travailler votre référencement naturel, hein. Loin de moi l'idée de dire que le référencement naturel est mort, bien au contraire. Mais il ne faut pas l'intégrer parmi d'autres leviers. Quatrième idée, diffuser largement ces contenus. Je vais manquer un peu de temps du coup pour développer, mais l'idée c'est quoi? C'est de profiter de l'effet plateformisation du web, c'est-à-dire d'aller chercher l'audience là où elle se trouve. Parce que ce qui vous intéresse en priorité, c'est la promotion de votre destination, ce n'est pas vos visiteurs web, encore une fois. Si vous avez sorti l'indicateur, le KPI du visiteur web de vos indicateurs de performance, ce qui vous intéresse, ce n'est plus de la visite web, c'est la visibilité de vos destinations. Et votre destination, elle peut être vue sur Voyage SNCF, sur n'importe quelle autre plateforme qui a des millions et des millions de visites mois, beaucoup plus facilement que si on va vous chercher sur le web. Donc la valeur de vos contenus, c'est ça, c'est d'être vu sur le web, peu importe où, et ce n'est pas forcément sur votre site web. Dernière idée, optimiser son dispositif. Pourquoi? Parce que Savoie Mont Blanc, s'il y a eu autant de succès, et notamment en conversion, c'est parce que suite à la vue de ce post, on ne renvoie pas vers le site de destination, vers le gros site qui permet de préparer son séjour. On renvoie d'abord sur un site
de séduction sur la même thématique, les lacs de Savoie-Mont-Blanc, qui est un site inspirant, full visuel, full vidéo, très bien fait, et qui permet de poursuivre cette séduction et cette inspiration. Et dans un deuxième temps, d'aller sur le site global. Et bien sûr en mobile, puisque Facebook, on l'utilise essentiellement en mobile, donc il nous faut tout ça dans des versions mobiles. Si vous faites le même post, que vous avez juste un site desktop qui va pointer vers une fiche de votre cité, c'est pas la peine de vous embêter à faire le post, ça ne marchera pas. Donc il faut vraiment le réfléchir de bout en bout, adapter, optimiser son dispositif web par rapport à ça. Si on prend Lyon, est-ce qu'ils ont fait d'une autre manière? On avait des objectifs de conversion, des objectifs commerciaux, notamment dans un premier temps sur la CityCard. CityCard, c'est un produit à part entière. Qu'est-ce qu'on fait? On le vend à l'intérieur du site ou on le vend en dehors du site? On fait un site dédié, optimisé, avec des codes e-commerce, purement code e-commerce, et on est là pour vendre, et ça vend. Et puisque ça marchait, pourquoi pas faire la même chose sur les visites guidées? Visites guidées avec Visiter Lyon, depuis le début de l'été, qui là aussi cartonne, je crois qu'on peut dire, enfin en tout cas une grosse progression des ventes, Olivier confirme, grosse progression des ventes sur les visites guidées qui permet voilà, simplement de vendre ce qui était moins simple dans le site de destination globale qui sert à informer, à recruter, etc., à beaucoup de choses, mais probablement pas assez à vendre. Donc voilà, des dispositifs dédiés. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout sortir de vos sites, hein, mais en tout cas, de réfléchir et d'adapter, de penser que le parcours client il est désormais multi-device, et donc de s'adapter à tout ça et de dédier des outils à vos objectifs prioritaires ou stratégiques et de bien accompagner jusqu'à la conversion. Globalement, l'idée, c'est d'imaginer un écosystème digital centré client, sans rupture de charge. Globalement, ce que fait très bien Google, il faut faire la même dans un autre registre parce qu'on n'arrivera pas à se battre contre lui. En conclusion, je vais me mettre large, dis donc. En conclusion, on assiste globalement à ce qu'on appellerait la baisse du reach naturel. Alors le reach, habituellement, c'est sur Facebook. Moi, je l'étends plus globalement. L'audience naturelle, d'une manière générale, vous oblige à repenser votre stratégie. Si ce n'est pas encore fait, si c'est fait, tant mieux. Et bien souvent, quand on est obligé de faire quelque chose, on a deux façons de le faire. Soit on le fait vite fait comme ça, soit on pose vraiment les bonnes questions. Je pense qu'il faut vraiment se poser les bonnes questions et considérer que c'est une opportunité pour démultiplier des points de contact sur l'ensemble des plateformes, d'arrêter effectivement de mesurer tout ça à l'aune des visiteurs web et d'être beaucoup plus dans finalement votre mission première. Votre mission première, c'est pas de faire venir du monde sur vos sites web, je le dis souvent. Votre mission première, c'est de faire venir des touristes chez vous. Et ça, vous y arriverez de moins en moins avec des visiteurs web, mais de plus en plus avec des contenus disséminés partout, des contenus adaptés au cycle parcours client qu'on vient d'évoquer. Parce que globalement, pour terminer en mot de conclusion, c'est le client qui décide de son parcours. C'est pas vous qui allez le décider. Donc c'est à vous de vous adapter. Lui ne le fera pas. Et donc impérativement reconsidérer tout ça. Et le point de départ, vraiment c'est le message que je vous adresse, repensez vos indicateurs de performance, parce que tant que vous n'aurez pas repensé vos indicateurs de performance, vous serez vous serez contraint par cet indicateur qu'il va falloir présenter à la fin de l'année dans votre prochain bilan d'activité, et ça va vous faire de mauvais choix. Donc libérez-vous de cet indicateur, trouvez d'autres indicateurs plus adaptés à votre métier de base, et on arrivera là à travailler la performance digitale de manière intéressante. Merci Cédric. Merci à vous deux. Du coup, on va passer au moment d'échange. J'ai noté 2-3 questions là sur le Twitter. Du coup, je vais commencer par la première. Alors peut-être à Nicolas, parce que j'ai l'impression que c'est un clin d'œil à ta slide sur la chaise rouge. Donc c'est une question de François Bitouzé, alors, le directeur de la com de Voyage SNCF, qui te demande en fait, est-ce que justement le problème ne vient pas de la chaise vide ? Je reste assis ou je me lève? En fait, la question, c'est quand même comment on fait participer le client ou le visiteur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, la tendance, et ça, c'est le digital, et c'est vraiment très très lié au digital, c'est plus simplement, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est déjà une bonne base, mais c'est plus simplement
de tenir compte des avis, d'exploiter les avis, de donner la parole aux visiteurs et d'en faire des prescripteurs. C'est plus simplement de tenir compte des comportements et des usages pour créer des produits et des outils qui correspondent à ces comportements, à ces usages. Aujourd'hui, la tendance, elle est même d'intégrer les clients dans le processus d'élaboration des produits et des outils. C'était une slide que je n'ai pas commentée par faute de temps, du directeur général de Webus, qui dit aujourd'hui c'est le client qui crée l'offre, c'est plus l'offre qui crée le marché. Et c'est une vraie tendance. On voit des entreprises qui créent des communautés autour de leurs produits et qui intègrent par différentes manières. Alors évidemment, il y a l'A/B testing, les focus group, etc., mais qui entretiennent une communauté autour et qui l'impliquent dans la construction de leurs propres produits. Donc pour être concret, chez Voyage SNCF, que je connais bien, quand ils font une nouvelle application, une nouvelle homepage, eh ben, ils ouvrent tout le travail des équipes professionnelles de Voyage SNCF à la communauté. Il y a un hashtag, je ne sais plus quoi, OpenVSC, où les fans suivent, donnent leur avis, participent à la construction du produit. Et c'est un des grands succès de l'économie dite collaborative, le Airbnb et compagnie. Pourquoi ça marche tant? Parce que les gens qui font le produit sont des gens comme nous, comme les clients. Alors, donc, mais qu'est-ce qu'il y gagne, le client, finalement? C'est un peu la question, parce que c'est du travail aussi pour lui. Le client, il y gagne d'avoir des produits qui lui ressemblent. Et aujourd'hui, c'est ça qu'il achète. Cédric l'avait bien parlé aussi de l'aspect communautaire. Effectivement, on voit aujourd'hui effectivement ce besoin de recentrer le client. Au-delà du partage communautaire, c'est aussi l'impliquer carrément dans le produit, et tu l'as bien dit, Nicolas. Peut-être aussi parler, alors là c'est une question de Nicolas Delettre, directeur adjoint de Capscience, qui en fait s'interroge un peu sur les activités qui étaient, on va dire, ou qui est encore un petit peu la chasse gardée des offices de tourisme, qui voilà, essaye de quand même promouvoir beaucoup ces activités. Aujourd'hui, on voit les privés, en fait, qui jusqu'ici s'intéressaient surtout à l'hébergement, qui arrivent sur la restauration, les activités. Donc concrètement, comment un office de tourisme il peut faire pour lutter contre ces gros acteurs, et notamment sur le domaine des activités, quelle stratégie en fait il doit mettre en place pour répondre à ça? Moi, je ne crois pas au lutter contre. Je ne crois pas que les destinations, les offices de tourisme peuvent lutter contre Google, contre Booking ou contre d'autres. Donc, je crois en revanche que les offices du tourisme doivent partir de leurs points forts, de leurs assets, comme on dit, et en l'occurrence la connaissance des produits et activités, voire le fait de les avoir digitalisés, voire distribués en est un, pour travailler avec les acteurs qu'ils auront choisis et faire du judo, se servir de la force de l'adversaire pour renforcer sa destination. Ça me paraît compliqué quand on est un office de tourisme isolé de vouloir lutter à la fois contre Booking, Airbnb, Google, etc. Ouais, peut-être juste pour compléter, effectivement c'est difficile de lutter. Après il y a quand même un point important qui est que, Nicolas l'a dit tout à l'heure, le séjour ça reste encore, le loisir, l'activité, ça reste encore quelque chose de, en tout cas en grande partie, réfléchi, réservé, acheté sur place. Et sur place, en tout cas au moins en tant qu'hôte, vous avez encore quand même pas mal de choses à dire. Après, il faut être clair, Google vient de sortir Google Trips, et ça, on ne sait pas encore exactement où ça va aller, mais vous avez un sérieux sujet ici, parce que quand Google sort un produit, généralement, c'est rarement juste pour essayer, en tout cas en termes d'appli. Et ce qui est important, c'est que Google Trips est connecté à Gmail. Et donc vous envisagez
y compris hors outil Google, vous envisagez et planifiez et réservez un séjour à Paris, vous recevez une confirmation de booking dans votre boîte Gmail, là, Google peut vous pousser du contenu, activité, et vous renvoyer vers Google Trips où vous retrouverez tous les contenus que je vous ai montrés sur Google My Business, et on a vu que les activités s'y mettent de plus en plus. Après, quand je dis de plus en plus, je vous ai montré la fiche du musée du Louvre. On va être clair, ce n'est pas le cas de tous les prestataires. Avant que tous les prestataires soient complètement à jour et séduisants dans leur fiche Google My Business et recueillent suffisamment d'avis, je pense qu'on a encore un petit peu de chemin à faire. Mais en tout cas, le sujet est là. Et entre ça, plus les acteurs privés qui se positionnent sur la vente d'activités, il y a probablement des réflexions à avoir. Oui. Juste Frédéric, je me permets, parce que quand tu dis que Google, il tente, généralement il ne se plante pas, ça arrive qu'il se plante aussi. Et c'est peut-être ça un peu aussi la différence avec les institutionnels qui peut-être n'osent pas assez des dispositifs innovants, justement, qui vont permettre un peu de sortir du lot et d'apporter davantage de visibilité à la destination. Clairement, ils ont effectivement les moyens de se planter, contrairement à nous tous. Après, juste pourquoi on imagine qu'ils ne se plantent pas trop sur Trips, c'est que c'est l'aboutissement d'une réflexion qui a démarré avec le carrousel des mises en avant des destinations. C'est-à-dire qu'il y a 2 ans... en fait. Exactement, ils ont testé, et je vais vous prendre un parallèle tout simple. Tout à l'heure, je vous ai montré le carrousel des lieux d'intérêt. Donc qui sont finalement les activités pour certains, les musées et autres. Ils ont testé à peu près dans le même temps, à peu près à la même période, il y a 2 ans, le carrousel des activités et le carrousel des lieux d'intérêt et le carrousel des destinations. Ils ont sorti Google Destination, ils ont sorti Google Trips. Pour l'instant, ils n'ont rien fait sur les lieux d'intérêt. Donc il y a probablement, effectivement, des tests qui ont montré que le lieu d'intérêt, pour l'instant, c'est pas encore suffisamment mature, suffisamment organisé, suffisamment chaud. Et je pense notamment aux contenus, justement, qui sont de bien moindre qualité sur les lieux d'intérêt. Je pense que c'est juste une question de temps, ça va venir. Ok, merci Cédric. Une question de Jean-Luc Boulin, donc on ne présente plus ici, mais un peu... gratte-poil. Finalement, si on arrête de montrer les courbes de vue du site web, qu'est-ce qu'on va montrer aux élus lors des AG ? Des courbes de progression, de conversion. Alors ça, tu le mesures ? Bien sûr, on peut tout mesurer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut qu'on sorte également, je ne suis pas rentré dans ce détail-là, il faut qu'on sorte également des outils de mesure traditionnels et de Google Analytics. Google Analytics, c'est très bien, il faut l'utiliser, mais il y a beaucoup d'outils complémentaires qui peuvent être intéressants et surtout qui vont donner une vision complètement transversale de notre activité digitale. Pas simplement un Analytics d'un côté et le rapport du service compta sur les ventes de l'autre. On essaye d'agréger tout ça et d'avoir un monitoring global de l'activité, pas que digitale d'ailleurs, de l'activité de la structure, qui permet d'avoir une vision complète. Et ce qu'on va montrer, c'est effectivement des courbes de conversion, quelle qu'elle soit d'ailleurs. La conversion peut n'être qu'une page web. Si on estime qu'elle est stratégique, ça peut être une forme de conversion. Mais pour ceux qui vendent, ça peut être du chiffre d'affaires. Pour ceux qui recrutent, ça peut être du nombre de fans engagés, etc., etc. Ça peut être, ce que je vous disais tout à l'heure, surtout de l'engagement. Et la notion d'ambassadeur est vraiment importante. De l'engagement et du coup des personnes atteintes via votre communauté que vous n'auriez jamais atteinte. Ça, je pense que si on arrive à montrer ces chiffres-là et à les expliquer, ça peut être intéressant. Et ça peut être difficile parfois, parce que par exemple, si je prends l'exemple de Facebook avec la notion de vie privée, quelque part, où on peut protéger des contenus et ne pas les rendre visibles par tous, il y a une partie du coup de l'audience qui finalement va être tronquée. Oui, bien sûr, mais ça, tout comme dans n'importe quel outil de mesure digitale, ce qui va compter, c'est la tendance. C'est pas la valeur absolue, c'est la tendance, c'est la progression et l'ordre de grandeur, on va dire. On va aller un peu plus loin que l'ordre de grandeur, mais en tout cas, on sait qu'on a X% de cette mesure qui nous échappe. J'ai envie de dire, peu importe, parce que celle qui nous échappe aujourd'hui nous échappera demain, et de toute façon, nous échappait déjà hier. Donc, ce qui va compter, c'est la progression et l'implication que l'on va avoir autour de ça. Ok, merci Cédric. Nicolas, tu veux rebondir peut-être sur un point là-dessus ou non, c'est bon, je pose une autre question. Du coup, le fait que Cédric, on en parlait là justement, la baisse du trafic naturel, donc qui semble être inéluctable, finalement, est-ce qu'il faut encore se battre sur le référencement naturel ?
Ouais, je l'ai dit d'ailleurs parce que j'avais oublié dans la première partie. Évidemment qu'il faut continuer de se battre sur le référencement naturel parce que ça génère encore 80% de votre trafic. Donc ça serait quand même dommage de le couper. Donc oui, il faut continuer de se battre, mais par contre, il ne faut pas en attendre, en tout cas à moyen terme, des merveilles. Et en tout cas, de moins en moins sur la sacro-sainte longue traîne sur le SIT. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la réponse, quand on voit la réponse apportée sur des fiches détaillées, tel que l'hôtel que je vous ai montré tout à l'heure. Dans le meilleur des cas, vous serez sur une requête hôtel, le nom de l'hôtel, qui vous générait du trafic jusque-là. On était dans cette logique. Dans le meilleur des cas aujourd'hui, si vous apparaissez, ça sera dans la première page, dans le bas de la première page, et encore je dis bien dans le meilleur des cas. À droite, vous avez la fiche Google My Business complète avec des avis, des prix, de la réservation, etc. Ce que vous ne faites pas. Vous ne pouvez pas le faire dès la première page de Google. Et à droite, tous les OTA qui se battent. Donc très concrètement, s'il y a certains sujets où ça va devenir de plus en plus compliqué de se battre, c'en est un. Ça va devenir très très compliqué de se battre là-dessus. Nicolas, tout à l'heure tu parlais de partenariat et c'est vrai que dans la salle on n'a pas forcément que des gros acteurs, on a aussi des petits offices de tourisme. Du coup pour eux concrètement en fait, comment ils peuvent s'associer à des gros et quel type d'offre finalement il existe pour assurer de la visibilité sur les dispositifs des gros du numérique on va dire. Comment ils peuvent faire concrètement? Un petit office de tourisme fait toujours partie d'un tout un peu plus grand. Donc la question n'est pas forcément la question de la taille de l'office du tourisme, je crois que c'est une question d'abord de la notion de destination. Quelle est la destination pertinente? Et la destination pertinente, les techniciens, les élus d'un territoire peuvent en parler pendant des siècles, c'est le client qui décide de qu'est-ce que la destination pertinente. Donc c'est plutôt, je crois que la voie, pour répondre concrètement à la question, la voie de passage, elle passe par la mutualisation. Mutualiser avec les prestataires, les hôteliers, les prestataires de loisirs, enfin, en fonction de chaque territoire. Mutualiser avec les autres acteurs d'une même destination. Pour justement pouvoir proposer aux grands acteurs du web, aux grands carrefours, des opérations communes ou de la présence de destination. Et le deuxième point, c'est de bien choisir. On ne va pas faire un partenariat avec Voyage SNCF si on n'a pas de gare sur son territoire. Ça, c'est pas pertinent. En revanche, il y a aujourd'hui le bus. Il y a Blablacar, enfin voilà, et puis il y a toujours, je pense, des voies de passage pour exposer la destination sur des carrefours d'audience, plutôt que de rester, comme le dit Cédric, les yeux rivés sur la courbe d'audience de son propre site. Cédric, tu voulais compléter tout à l'heure? Je voulais juste compléter ce que je venais de dire sur le référencement naturel, parce que j'ai expliqué que ça allait devenir de plus en plus compliqué sur certaines requêtes. Malgré tout, ça vaut encore le coup d'en faire. En revanche, c'est intéressant de le coupler justement avec des logiques sociales. Je prends l'exemple de... ça commence à dater, hein, et je ne sais pas si Rémi est dans la salle, je crois. Rémi de Bordeaux qui fait un contenu il y a un peu plus d'un an, je crois, sur les burgers à Bordeaux, un top 5 des burgers à Bordeaux. On peut le faire, vous pouvez faire ça partout chez vous. Vous avez un top 5 des activités, des restaurants ou quoi que ce soit. Les fameux topitos. Les fameux topitos, effectivement. Cher à Pierre Eloi d'ailleurs. Ces contenus-là, ils sont hyper intéressants d'un point de vue éditorial sur vos sites. En termes de référencement, ça fait à peu près le job, mais c'est pas non plus, faut pas en attendre des merveilles. Par contre, si vous associez ça avec un push social bien placé, la page en question devient la première page vue du site pendant une semaine et relayée sur les réseaux sociaux. C'est ce qui s'est passé sur les top 5 burgers à Bordeaux. Donc il faut toujours travailler du contenu à la fois pour le SEO et pour ce qu'on va en faire sur les réseaux sociaux, et c'est pas la même. Il faut vraiment travailler autour d'un sujet, en fait, avoir un arsenal d'actions, le SEO, le social et autres, qui permettent d'avoir une conversion au final.
Du coup, ça amène une question un petit peu aussi gratte-poil, mais effectivement, le gros aujourd'hui du travail des offices de tourisme, c'est alimenter une base d'information touristique, un système d'information touristique. Or, en fait, tu es en train de nous dire qu'aujourd'hui, l'enjeu, il se situe surtout sur la production de contenu, qu'il soit éditorial, photo, vidéo. Donc, ça veut dire que demain, on va fermer les SIT et on va former les personnels d'office de tourisme à la production de contenu. C'est toi qui l'as dit. Hein. Moi, je n'ai rien dit. T'as compris ça? Non, il ne faudra pas fermer les cités. En revanche, c'est sûr que la valeur ajoutée, elle est probablement de plus en plus sur l'éditorialisation, sur le contenu inspirant, sur la production à valeur ajoutée. Et le SIT, finalement, est un peu le passage obligatoire pour ça, parce qu'il faut bien du contenu touristique pour. Ouais, c'est-à-dire il va falloir sortir de la logique de catalogue des offres et de cross-selling, de croiser des contenus aussi éditoriaux, justement, de l'offre. Exactement, ouais. C'est ce que font les gros, hein, ce qu'on a vu dans les exemples, hein, ce que fait Booking et autres, c'est de proposer les 30 meilleurs hôtels et de faire du contenu autour. Je reprends l'exemple de mon top 5 burger à Bordeaux. Alors, je sais, hein, c'est compliqué de faire du top 5, de prendre parti, etc., mais on trouve des solutions. Mais c'est sûr que la valeur ajoutée, elle est là, et c'est là-dessus également que se travaillera la performance, et de moins en moins sur le SIT. Ce qui est sûr, c'est que le SIT qui capte du trafic, parce que c'était quand même une grosse valeur ajoutée du SIT en termes de trafic web jusqu'à maintenant, ça va devenir un peu plus compliqué. Voilà, merci. Alors vous l'aurez compris, hein, c'était une question un peu gratte-poil, on ne va pas fermer les SIT, mais en tout cas peut-être on va les travailler différemment et on va éditorialiser peut-être davantage de contenu que ce qu'on le fait jusqu'à aujourd'hui. Peut-être une question, Nicolas, par rapport à ton intervention sur ta slide sur la vente. Est-ce qu'aujourd'hui, quand on voit des marques de plus en plus fortes comme Booking, Airbnb, etc., qui sont clairement sur la vente de prestations, Viator aussi, est-ce qu'aujourd'hui, un office de tourisme, il a encore légitimité à aller se battre, je sais que tout à l'heure tu n'as pas aimé l'expression, mais est-ce qu'il y a encore de la place, du coup, pour les offices de tourisme sur la vente en ligne ? Pourquoi c'est toujours sur moi que tombe cette question? Est-ce que c'était ta slide? Non, enfin, ma slide, elle est surtout... je crois qu'il y a une voie qui est intéressante aujourd'hui. On le sent bien dans tout le marketing touristique. On parle d'expérience. Voilà, Booking essaye de vendre, on fait croire qu'ils vendent des expériences et pas des chambres d'hôtel. Ça, c'est quelque chose qui est très intéressant. Et ce qui est aussi intéressant, et aujourd'hui je pense indispensable, c'est la personnalisation. C'est-à-dire que en tant que tel, à un moment donné, un produit ou un contenu est pas forcément pertinent. Mais à un autre moment, bien ciblé en termes de à qui on l'adresse et à quel moment on l'adresse. C'est pour ça que cette histoire de parcours est très intéressante. Il y a un moment, vous allez m'adresser une information qui ne m'intéressera pas du tout, parce que je ne suis pas dans cette phase-là. Et à un autre moment, elle va m'intéresser. Aujourd'hui, l'avenir, enfin le point clé est vraiment cette capacité à adresser un contenu ou un produit à la bonne personne au bon moment. Et je prends ce détour pour répondre à ta question. C'est-à-dire, si il y a un avenir pour la vente, pour les offices de tourisme, il est là-dedans. Il est dans le fait de pouvoir proposer quelque chose au bon moment, aux bonnes personnes, au bon moment de leur cycle. Est-ce que c'est quand ils arrivent? Est-ce que c'est 8 jours avant? Est-ce que voilà, ça c'est des choses qu'il faut réfléchir en fonction des produits. L'autre point, c'est que je ne crois pas que les offices de tourisme pourront se battre sur les mêmes produits. Aujourd'hui, ma conviction à moi, ça va peut-être en heurter certains, c'est que vendre de l'hébergement sec, ça ne sert à rien. Enfin, pas beaucoup de choses, sauf si vous êtes capable de vendre des hébergements qui ne se trouvent pas ailleurs. Là, oui. Mais donc, c'est plutôt dans la construction de produits, la construction de packages, dans l'histoire expérientielle qu'on est capable de raconter autour, quitte à admettre, si ça marche, qu'on en soit dépossédé après. Mais c'est peut-être ça aussi le fait que la rançon de la gloire.
déposséder, mais peut-être pas gratuitement, du coup. C'est qu'il y a peut-être les logiques effectivement partenariales après à trouver. Après, ça dépend si l'office de tourisme, il est uniquement distributeur ou il est aussi producteur d'un produit qui va produire lui-même sa city card, ses visites, ou assembleur de différents produits. La réponse ne peut pas être univoque. Unique. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Parce que je crois qu'on a fait le tour des questions sur les réseaux sociaux. C'est pas évident de suivre en même temps et de poser les questions. Je me permets juste, Jean-Luc qui pose la question, faut-il regrouper les sites de destination pour être plus fort que la loi NOTRe? J'ai envie de dire pourquoi pas, et surtout en fonction des opportunités, c'est-à-dire de sortir de cette logique-là, en tout cas de cette contrainte, et pourquoi pas sur un contenu particulier, un sujet particulier, une action particulière, travailler une action conjointe, oui évidemment. Après, ouais, je vais m'arrêter là. Moi j'ai envie de dire quelque chose sur ce sujet, très direct. Quand on regarde à peu près n'importe quel territoire en France, on est quand même halluciné, excusez-moi, mais entre le site de l'office de tourisme, le site fait par 3 hôteliers, le site de l'Interco, le site départemental, le site régional, le site des producteurs de ci, le site thématique de ça, pour moi c'est un gâchis phénoménal en termes d'argent et en termes de puissance par rapport au client. Et le client, il s'y perd et c'est n'importe quoi. C'est ma conviction. Oui, on pourrait imaginer quelque part un peu, je peux prendre l'exemple de n'importe quel site, mais un site national de vente en ligne, Airbnb, Booking, autres, qui en fait ont une porte d'entrée, une communication nationale, internationale. Puis après, quand on rentre sur le site, en fait, on rentre sur des destinations et sur un catalogue de destinations. Donc effectivement, on pourrait peut-être réfléchir, ne serait-ce qu'à un niveau régional. Alors aujourd'hui, effectivement, il y a une plus grande région, mais d'avoir un site peut-être commun dans lequel vont s'intégrer plusieurs destinations d'une même région, puisqu'aujourd'hui, voilà, c'est un peu le découpage administratif aussi qui est quelque part, malheureusement, même si on voudrait que ce soit le contraire, il y a de l'influence aussi sur la politique touristique et les sites, en fait. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'il faut un seul site et tout le monde dedans. Ce que je suis en train de dire, c'est que tout à l'heure, tu disais comment une petite destination peut travailler avec des gros ou peut combattre contre tel ou tel. Déjà qu'à l'échelle d'une petite destination, on arrête de se concurrencer entre soi, ça me paraît être le premier point. Ne serait-ce qu'acheter des mots-clés aussi, qui du coup sont les mêmes. Voilà. Vous en montez les enchères réciproquement. Des questions dans la salle, ce sera plus vivant, non ? Les questions de la salle sont virtuelles, en fait. Elles sont posées sur Twitter, c'est magnifique. Est-ce que vous avez des questions pour conclure cet atelier ? Peut-être je vais demander à ce moment-là, parce qu'il nous reste 2 minutes, donc en même temps, 1 minute chacun, si vous avez peut-être une phrase qui ferait la synthèse en fait, de vos présentations respectives et ce qu'on doit retenir en fait, aujourd'hui à l'issue de vos 2 présentations qui est très très riche. Nicolas, Cédric, qui veut commencer ? Je vous prends un peu sur le vif, mais... En une seule phrase, je pense qu'aujourd'hui, vos stratégies numériques, vous n'avez pas le choix, vous devez les penser en vision client. Et pour ça, il y a des méthodes, il y a des réflexes et une culture qu'il faut acquérir. La vision client, il n'y a pas d'avenir pour un marketing de destination sans vision client, et c'est aussi quelque chose qui vous permettra de vous libérer, je ne sais pas, mais de faire un contrepoids aux contraintes que vous subissez trop, aux contraintes locales, politiques, etc., justement en étant les porteurs de cette vision client, parce que sans client, il n'y a plus de destination. Alors pour ma part, bien sûr d'accord, et donc je vais pas paraphraser, je vais prendre un autre axe qui est que pour le faire, pour réfléchir vision client, je pense que vous avez impérativement besoin de vous libérer de cette
de cette contrainte de volume de trafic. C'est un peu technique et un petit peu opérationnel comme vision, mais c'est vraiment important parce que si vous ne le faites pas, vous n'arriverez pas à sortir de cette logique et à travailler les bons leviers, les vrais leviers de performance. Donc, pour moi, l'idée vraiment essentielle, et c'est assez nouveau, on va dire, dans le monde de l'e-tourisme, c'est vraiment une logique de pilotage de la performance, de votre performance digitale. Et le pilotage de la performance digitale, c'est encore une fois pas le nombre de visites sur votre site web. Merci à vous deux. Je crois qu'on a fait le tour. Merci à vous. Merci beaucoup. Et on est dans les temps pour le forum de l'innovation et le déjeuner qui va suivre. Et à plus tard et bon appétit à vous.